Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, car je viens de vous parler pendant plus d'une heure et suite à une mauvaise manipulation, j'ai tout effacé, enfin plus exactement, je n'ai pas enregistré la vidéo, ce qui fait qu'elle a disparu, je ne réussis pas à la récupérer. Bref. Cours de culture média, deuxième. Donc, on va faire ce qu'on sait faire, ce qu'on commence à savoir faire, c'est-à-dire s'occuper de Arte Journal Junior. Tout ce qui est noté là, c'est ce que j'ai noté lors de la première prise qui a été effacée, donc on va le revoir ensemble. Vous avez, je l'espère, ce document que vous connaissez bien sur votre écran, sur un de vos écrans, ou peut-être il vous reste quelque chose du cours que vous n'avez pas beaucoup rempli en cours, et que vous pouvez peut-être utiliser maintenant. Donc on va faire comme d'habitude, on va essayer de trouver un titre à chaque sujet, ensuite de développer ce titre pour expliciter le sujet et ensuite noter le maximum d'informations dessus. On va fonctionner par sujet, ça ne sert à rien de regarder la vidéo en entier, on va regarder d'abord le premier sujet. Donc vous avez reçu le lien de cette vidéo. Donc vous écoutez, vous regardez le sujet 2 fois, et puis ensuite vous revenez sur YouTube pour qu'on le voit ensemble. Arte Journal Junior vous salue, bienvenue dans votre JT, Willkommen. Tout d'abord, on vous emmène au Royaume-Uni. Le 12 décembre est un jour crucial pour les Britanniques car ils élisent un nouveau Parlement. Et ce nouveau Parlement décidera de l'avenir du Brexit. Le Brexit, souvenez-vous, c'est le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ça fait plus de 3 ans que ce processus est bloqué. Il faut dire qu'on ne quitte pas l'UE comme on quitte un club de foot. Vous allez voir, les deux candidats à l'élection de jeudi ont des avis très différents sur la question. D'un côté, Boris Johnson, chef du Parti conservateur, celui qui tond un mouton. De l'autre, Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste. Ce sont les deux grands principaux adversaires de cette nouvelle élection au Royaume-Uni. Le premier est déjà Premier ministre et aimerait bien continuer à gouverner, l'autre aimerait bien prendre sa place. Rien de tel pour un candidat que d'aller à la rencontre des électeurs afin de les convaincre que c'est lui qui a le meilleur programme. Chez le coiffeur, par exemple, ou en prenant la place du livreur de lait au petit matin. On va recruter 20 000 policiers de plus, ouvrir 40 nouveaux hôpitaux et je garantis des milliards de plus pour l'hôpital public. Et nous allons enfin aller au bout du Brexit. Le Brexit. Depuis 3 ans et demi, le Parlement britannique se dispute sur la question. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Brexit, c'est ce processus voté par une majorité de citoyens britanniques en juin 2016. Ils ont décidé que leur pays devait quitter l'Union européenne. Ce choix a divisé la population et les députés du Parlement. Et depuis, la vie politique au Royaume-Uni est bloquée. Impossible de se mettre d'accord sur comment doit se passer ce divorce avec les autres États européens. Boris Johnson, qui veut absolument ce Brexit, a donc décidé d'organiser de nouvelles élections en espérant débloquer la situation. Jeremy Corbyn, lui, espère être élu car il veut renégocier ce divorce. Mais pour ce responsable politique, qui est un socialiste, les gens sont bien plus préoccupés par d'autres sujets. Le chômage, la pauvreté, le réchauffement climatique et de meilleurs services publics de santé. Et c'est surtout là-dessus qu'il a tenté de convaincre les électeurs. On part un peu plus au nord, vers la fin. Alors, le Brexit, on en a parlé, on en a beaucoup parlé dans différents cours. Donc, Britain exit, sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ça fait, je crois qu'on a compris, là, ça a été évoqué à nouveau dans le sujet, ça fait plus de 3 ans que c'est en cours, ça ne se fait toujours pas, mais est-ce que c'est véritablement le sujet de notre reportage? Je ne crois pas. Le sujet, c'est la lutte entre le combat, la lutte, oui, politique, entre qui? Entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn. La lutte, pourquoi? Est-ce que vous avez bien attrapé les dates? Le 12 décembre, aujourd'hui, il y a des élections au Royaume-Uni pour le Parlement, pour renouveler le Parlement. Vous savez comment fonctionne l'Angleterre, il y a une reine, mais c'est un régime parlementaire, donc
celui qui gagne les élections du Parlement est Premier ministre et la Chambre a le pouvoir, a la majorité. Alors qui est-ce qu'on a? On a Boris Johnson qui est un conservateur, disons la droite, Jeremy Corbyn qui est un socialiste, disons la gauche. Chez les Anglais, les conservateurs s'appellent les travaillistes et les socialistes s'appellent les progressistes, ou Labour. Labour pour les travaillistes. Ça, c'est Corbyn. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a retenu? On a retenu que donc il allait y avoir des élections, qu'ils étaient en campagne électorale. On se souvient de ça, campagne électorale. Ils vont voir les gens, ils vont faire les marchés, ils vont essayer de convaincre les gens que eux ils ont raison et que l'autre il a tort. On a entendu également qu'il y avait eu un référendum. On va le voir quand on va écouter le détail. Voilà, je pense que le niveau là, maintenant vous l'avez à peu près, hein, depuis le temps qu'on fait ça, je crois que c'est à peu près acquis. Alors, on reprend le détail du texte. Arte Journal Junior vous salue, bienvenue dans votre JT, Willkommen. Tout d'abord, on vous emmène au Royaume-Uni. Le 12 décembre est un jour crucial pour les Britanniques car... Alors, Royaume-Uni, attention, il y en a encore parmi vous qui font régulièrement l'erreur. Le Royaume-Uni, ce n'est pas l'Angleterre. Le Royaume-Uni, ça intègre l'Écosse, le Pays de Galles et une partie de l'Irlande, sans entrer dans le détail complexe du cas irlandais. Ce sont donc les Britanniques qui vont élire un Parlement, pas seulement les Anglais. Vous êtes bien d'accord? C'est un jour crucial, nous dit cette jeune femme qui s'appelle Dorothée, je crois. Crucial, ça veut dire que c'est une croix, ça veut dire que c'est déterminant, c'est surdéterminant, c'est très important. Crucial, quelque chose qui est crucial, le jour d'un examen, c'est un jour crucial. Le résultat d'un examen est crucial, puisque ça détermine la suite de vos études. Ils élisent un nouveau Parlement. Et ce nouveau Parlement décidera de l'avenir du Brexit. Voilà, l'avenir du Brexit. Donc, est-ce que les Anglais vont enfin réussir à sortir de l'Union européenne, puisqu'ils se sont mis d'accord pour le faire? Ça fait 3 ans qu'ils essayent de sortir, mais qu'ils n'y parviennent pas. Le Brexit, souvenez-vous, c'est le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Processus de sortie, process en anglais. Processus, les Français ont gardé la version latine, les Anglais et les Américains l'ont anglicisé, processus de sortie de l'Union européenne, European Union, ici, là. Donc, comment on fait pour sortir de l'Union européenne? Ça fait plus de 3 ans que ce processus est bloqué. Il faut dire qu'on ne quitte pas l'UE comme on quitte un club de foot. Bon, là, effectivement, il y a un petit clin d'œil de la présentatrice au foot anglais, qui est un foot européen très important, et puis surtout sur les mouvements de joueurs entre clubs. On a eu l'impression au début que les Anglais pensaient qu'ils allaient quitter l'Union européenne comme ça. Allez, on s'en va, allez, bye bye. C'est évidemment extraordinairement complexe sur un plan économique, sur un plan administratif, sur un plan politique. C'est pas par hasard qu'ils n'y arrivent pas. Vous allez voir, les deux candidats à l'élection de jeudi ont des avis très différents sur la question. Voilà. Alors donc on reprend cette histoire d'élection pour le Parlement. On va voir les deux principaux candidats qui ne sont pas du tout d'accord sur la façon de quitter l'Union européenne. D'un côté, Boris Johnson, chef du Parti conservateur, Boris Johnson, chef du Parti conservateur, c'est celui qui est en train de tondre un mouton. Tondre, raser, ou comme tondre une pelouse, tondre un mouton. Les moutons, tout ce qui est mouton, c'est ovin, les ovins. Tout ce qui est bovin, faut pas se tromper, ce sont les vaches. Ovins,
bovin. La race ovine, la race bovine. Ok? Comme ça, vous n'avez jamais trop de vocabulaire. Donc à gauche, Boris Johnson, conservateur, tond les moutons. qui tond un mouton. De l'autre, Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste. Alors je ne sais pas si c'est de l'humour de la part de Boris Johnson, mais tondre les moutons. En français, en tous les cas, les moutons, ce sont les gens qui suivent sans réfléchir. Donc l'image, en culture française, ce serait quand même assez mal vu. De l'autre côté, Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, sans accent, puisque c'est de l'anglais et avec des Y partout. Chef du Parti conservateur, celui qui tond un mouton. De l'autre, Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste. Ce Chef du Parti travailliste. sont les deux grands principaux adversaires de cette nouvelle élection au Royaume-Uni. Alors, les deux grands principaux adversaires. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas qu'eux qui se présentent pour cette élection, il y a d'autres candidats, mais on sait déjà que ces autres candidats ne gagneront pas, ne renverseront pas les deux principaux partis. En revanche, leur score, les voix qu'ils vont réussir à recueillir, ces petits candidats, ça va leur permettre de négocier une position plus ou moins importante dans les gouvernements à venir, dans les parlements à venir, avec celui des deux qui gagnera. Le premier est déjà Premier ministre et aimerait bien continuer à gouverner. Voilà. Jeremy Corbyn, comme la plupart des hommes de pouvoir, puisqu'il a le pouvoir, eh bien, il veut le garder. Il aimerait bien continuer. L'autre aimerait bien prendre sa place. Rien de tel pour un candidat que d'aller à la rencontre des électeurs afin de... Voilà. L'autre aimerait bien prendre sa place, et rien de tel pour un candidat, candidaté, comme pour un stage, c'est pareil. Mais eux, ils vont aller à la rencontre des électeurs. Alors, aller à la rencontre des électeurs, quand il n'y a pas d'élection sans électeurs, les électeurs, ça veut dire faire les marchés. Ça veut dire, je vais sur le marché, je vais dans la rue, je vais dans l'espace public et je vais rencontrer les gens. Et parce que j'ai du charisme, quand je suis quelque part, on me voit, quand je parle, on m'entend. J'ai du charisme, je vais convaincre les gens, je vais les booster, leur donner la pêche pour qu'ils votent pour moi, pas pour l'autre. et convaincre que c'est lui qui a le meilleur programme. Chez le coiffeur, par exemple, ou en prenant la place du livreur de lait au petit matin. Alors, chez le coiffeur, pourquoi pas, si je ne sais pas quel conseiller en communication a pensé que c'était intéressant de voir Jeremy Corbyn se faire couper les cheveux, mais pourquoi pas. Là, en revanche, Boris Johnson vient livrer le lait. Livrer le lait, c'est une vieille tradition anglo-saxonne, ça existe aussi aux États-Unis. Le matin, si vous avez souscrit un abonnement, eh bien vous avez du lait frais sur le pas de votre porte. Donc le livreur de lait, c'est celui qui travaille à la fin de la nuit. Et donc Boris Johnson a pris la place de ce livreur de lait. C'est extrêmement démagogique, c'est-à-dire c'est fait pour séduire des gens. La démagogie, c'est fait pour séduire les gens indépendamment de toute idée de conséquences. C'est-à-dire, ça va leur plaire, donc je vais le faire, peu importe ce que ça signifie, et peu importe que je ne continuerai jamais, et peu importe que les laitiers soient très mal payés. On va recruter 20 000 policiers de plus. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des promesses de campagne. De campagne comment? De campagne électorale. Hein. Il n'est pas question de la campagne. Ce sont des promesses de campagne électorale. Il y a quelque chose qui dit, en français, on ne sait plus qui l'a dit, possiblement Chirac, mais je ne suis pas sûr, donc je ne l'affirme pas. Les promesses ne concernent que ceux qui les croient. C'est quand même assez important. C'est-à-dire, si je fais une promesse, ça n'a pas de valeur, mais en revanche, celui qui la croit, bah, écoutez, c'est son problème. Donc là, il vient d'annoncer, on va recruter 20 000 policiers. Comment il les paye, on ne sait pas. Ouvrir 40 nouveaux hôpitaux. Ouvrir 40 hôpitaux. Aujourd'hui, l'Angleterre,
là, on parle vraiment de l'Angleterre, mais j'imagine que c'est pareil dans toute la Grande-Bretagne, est dans une situation encore pire que la situation française, ce qui n'est pas facile, pour ce qui concerne le système de santé. Vous savez que les hôpitaux en France, en ce moment, c'est catastrophique. En Angleterre, c'est pas mieux. Et je garantis des milliards de plus pour l'hôpital public. Et nous... Je garantis des milliards de plus pour l'hôpital public. D'où viennent ces milliards? Qui paye? C'est vrai qu'il a passé un deal un petit peu bizarre avec Trump. On ne sait pas trop, mais en tous les cas, ça veut certainement dire plus d'impôts. Ça, c'est certain. Mais ça peut aussi vouloir dire on ne le fera pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait la télévision qu'on filme et qu'il y ait une Anglaise qui le regarde comme ça. Nous allons enfin aller au bout du Brexit. Ah, voilà. On va enfin aller au bout du Brexit. On va enfin sortir du Brexit. C'est son parti qui, à l'origine, je crois que c'était David Cameron, a d'un seul coup lancé cette histoire pour que les Anglais sortent de l'Union européenne. Le Brexit. Depuis 3 ans et demi, le Parlement britannique se dispute sur la question. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Parlement britannique se dispute sur la question. Comment on sort? Brexit, c'est ce processus voté par une majorité de citoyens britanniques en juin 2007. Brexit. Depuis 3 ans et demi, le Parlement britannique se dispute sur la question. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Brexit, c'est ce processus voté. Alors, ce processus, ça s'appelle un référendum. C'est-à-dire que référendum, c'est pas... D'habitude, quand on vote dans les démocraties, on vote pour un parti, on vote pour une personne, on vote pour un représentant. Là, la personne au pouvoir a demandé aux Britanniques de revenir voter sur une question. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on sort de l'Union européenne? Ça, c'est un référendum. C'est-à-dire qu'on va voter pour répondre oui ou non à une question. La réponse, ça a été 51,9% de Britanniques qui étaient d'accord pour sortir de l'Union européenne. Ce qui veut dire 48,1% de Britanniques qui sont pour rester dans l'Union européenne, notamment les Écossais par exemple. Et par une majorité de citoyens britanniques en juin 2016, ils ont décidé que leur pays devait quitter l'Union européenne. Donc, élément à retenir, à mémoriser lors des 2 ou 3 écoutes, juin 2016. Les dates. Ce choix a divisé la population et les députés du Parlement. Et depuis, la vie politique au Royaume-Uni. Ce choix a divisé, c'est le contraire de multiplier ou d'additionner, diviser, c'est-à-dire qu'il y a deux Royaumes-Unis, d'une certaine façon, les pour et les contre. Le Royaume-Uni est bloqué. Impossible de se mettre d'accord sur comment doit se passer ce divorce. Voilà, le mot est prononcé, c'est un divorce. C'est un divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ben, écoutez, comme dans un divorce classique, femme-homme, homme-femme, dans un couple marié, c'est oui, moi je garde la voiture, t'as qu'à prendre la machine à laver. Non, pas question, moi je veux la voiture, enfin, etc., etc. Donc, les discussions entre l'Union européenne, qui réclame évidemment beaucoup d'argent, d'arriérés, d'impayés, d'amendes, et l'Angleterre qui veut payer le moins possible, bah forcément il y a un conflit qui dure. Avec les autres États européens. Boris Johnson, qui veut absolument ce Brexit, a donc... Boris Johnson, à droite, veut absolument ce Brexit. Il s'en sort sur la fibre nationaliste, c'est-à-dire make Great Britain great again. Make Britain great again. Décidé d'organiser de nouvelles élections en espérant débloquer la situation. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de nouvelles élections? C'est Boris Johnson qui a convoqué ces nouvelles élections. C'est pour débloquer la situation, c'est-à-dire qu'il ait une majorité assez confortable pour imposer sa façon de sortir du Brexit, de l'Union européenne. Jeremy Corbyn, lui, espère être élu car il veut renégocier ce divorce. Mais pour... Alors, d'une part, Jeremy Corbyn, il veut renégocier les conditions de ce divorce avec l'Union européenne. Ça ne le satisfait pas, mais
ne sait pas si c'est pour des raisons politiques ou autres, mais surtout, Ce responsable politique, qui est un socialiste, les gens sont bien plus préoccupés par d'autres sujets. les gens sont bien plus préoccupés par d'autres sujets et on veut bien le croire quand on voit la situation de certains Européens aujourd'hui. Le chômage, la pauvreté, le réchauffement climatique. Le chômage, voilà, le chômage, unemployed, le chômage, c'est-à-dire comment je fais quand j'ai plus de salaire, la pauvreté, des gens qui sont dans la rue, et ou même avant d'être dans la rue, des gens qui commencent à ne plus se soigner, à réduire tous les budgets, et le réchauffement climatique dont tout le monde commence à prendre véritablement conscience. Et de meilleurs services publics de santé. Alors, meilleur service public de santé. Alors là, on dit de santé, mais quand on dit service public, on parle de tout ce qu'un État peut faire pour ses citoyens. C'est-à-dire c'est effectivement l'hôpital, mais c'est aussi l'école, sont aussi les routes, c'est tout ce qui est service public, tout ce à quoi l'argent de l'État, donc des citoyens, est employé. C'est la qualité des services publics européens qui fait que des gens du monde entier préfèrent vivre en Europe qu'ailleurs, et notamment chez eux. C'est plus, même s'il y a des questions d'insécurité, même s'il y a des questions de pauvreté et autres, la qualité des services publics dans l'Europe de l'Ouest, en tous les cas, est telle que c'est plus agréable, c'est plus confortable de vivre ici qu'ailleurs. C'est surtout là-dessus qu'il a tenté de convaincre les électeurs. Voilà, c'est là-dessus. Il est de gauche, donc il va voir les gens qui n'ont pas d'argent et il dit « Vous n'allez quand même pas revoter pour ce type qui vous prend de l'argent », en parlant de Johnson. On part un peu plus au nord, vers la Finlande. Alors, avant de partir en Finlande, qu'est-ce qu'on peut faire de ce premier sujet? Qu'est-ce que c'est le titre de ce premier sujet? Je crois que le piège, ce serait de parler de mettre le Brexit dans le titre. Je crois qu'il vaudrait mieux parler d'élection. Élection au Royaume-Uni, ça me paraît plus correct. Ou renouvellement de la Chambre, mais ça c'est peut-être un peu trop technique. Mais élection au Royaume-Uni, ça me paraît très bien. Et pour ce qui concerne le sujet, c'est-à-dire ce titre développé, on pourrait dire lutte, combat pour le pouvoir entre Boris Johnson et Jeremy Corbyn. Alors évidemment, là, la difficulté, c'est il faut être capable d'avoir retenu ses noms propres. Et pour retenir ses noms propres, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que de s'intéresser à l'information internationale. Et là, je vous recommande ça. Je crois qu'il va falloir grandir d'un seul coup et vous occuper de tout ce qui concerne les médias sur un plan vraiment international, c'est-à-dire savoir ce qui se passe dans les autres pays, pas seulement à Paris et en Chine. Donc il faudrait savoir qui sont Boris Johnson et Jeremy Corbyn. Si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours écrire en sujet développé, en titre développé, sujet pour le pouvoir, lutte pour le pouvoir, pardon, en Grande-Bretagne, ou développer de la manière que vous le souhaitez en parlant des élections, même si vous n'avez pas réussi à attraper le nom des deux responsables politiques. Ensuite, quels étaient les points importants? Le 12 décembre, évidemment aujourd'hui, la date des élections. Si vous avez attrapé 51,9% pour sortir de l'Union européenne, c'était très bien. Le référendum, c'était bien. Promesse de campagne, ça a été une petite séquence importante avec Boris Johnson qui vient livrer le lait, Jeremy Corbyn chez le coiffeur. Si vous avez réussi à attraper qu'il y avait un travailliste et un conservateur, c'est très très bien. Donc il y avait des choses à attraper sur un plan évidemment oral, de compréhension orale, mais il y avait aussi un effort intellectuel à faire pour organiser tous ces mots, tous ces éléments que vous avez attrapés et en faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu. Et surtout, qui démontre que vous avez compris ce que vous avez vu. Donc, on monte encore un petit peu, on va un peu plus au nord.
et de meilleurs services publics de santé, et c'est surtout là-dessus qu'il a tenté de convaincre les électeurs. On part un peu plus au nord, vers la Finlande. Ce petit pays scandinave vient d'élire une jeune femme à la tête du gouvernement. La nouvelle première ministre s'appelle Sanna Marin. Elle est la plus jeune femme à occuper cette fonction politique importante. Et son gouvernement est lui aussi composé de plusieurs jeunes femmes, ce qui est encore très rare dans le reste du monde. On vous la présente. Un concentré de femmes au pouvoir, c'est très rare en Europe, mais c'est désormais le cas en Finlande. 5 femmes vont diriger le pays, avec Sanna Marin pour première ministre. Nous voulons faire de la Finlande un pays où chaque enfant peut devenir ce qu'il veut et où chacun peut vivre en sécurité et être heureux. Sanna Marin n'a que 34 ans, mais elle fait de la politique depuis l'âge de 20 ans. Elle se bat surtout pour l'égalité homme-femme, la solidarité entre les pays et la protection de l'environnement. En Finlande, on s'intéresse plus qu'ailleurs à l'égalité homme-femme en politique et au sein de la société. La Finlande a même été le premier pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes en 1906. L'Europe du Nord en général est considérée comme plus progressiste en matière d'égalité. En Suède, par exemple, le chef du gouvernement est un homme, mais il a 12 ministres femmes dans son équipe qui s'affichent comme le premier gouvernement féministe du monde. En Islande aussi, les femmes sont en force. Vigdis Finnbogadóttir, 89 ans aujourd'hui, a été la première femme du monde élue présidente en 1980. Et plus tard aussi, des femmes ont régulièrement dirigé ce petit pays nordique. Et depuis 2017, c'est à nouveau une femme, Katrin Jakobsdóttir, qui est première ministre. La Finlande est un pays peu peuplé, avec seulement 5,5 millions d'habitants. Alors, c'est incroyable, non? Première ministre, femme, à 34 ans. C'est quand même impressionnant. Si en France on avait un Premier ministre homme de 34 ans, ce serait déjà considéré comme une petite révolution. Une femme, j'ai l'impression que je ne verrai pas ça de mon vivant. Tous ces pays scandinaves, mais il faut que je change de page. Tous ces pays scandinaves sont quand même les champions de tout ce qui est progressif. Ouais, c'est ça. Tout ce qui vient de Scandinavie et de ces pays nordiques est quand même incroyablement progressif par rapport à ce qu'on pourrait appeler la vieille Europe, c'est-à-dire la France, l'Espagne, l'Italie, les pays du sud de l'Europe. Tout ce qui vient du nord, donc de Scandinavie, on en a déjà parlé, est quand même incroyablement moderne par rapport à ce que nous, on peut proposer. On a beaucoup insisté sur la jeunesse supposée d'Emmanuel Macron, même s'il fait une politique de vieux, et c'est vrai qu'il n'est pas très vieux. Et là, on est en train de parler d'un ensemble, d'un pays, la Finlande. Vous vous souvenez, on a fait la dictée sur pourquoi les Finlandais sont-ils les plus heureux. Ben, peut-être que la réponse, c'est leur capacité à identifier la femme comme un homme à part entière, ou l'homme comme une femme à part entière, je ne sais pas. Mais nous, ici, dans les pays d'Europe plus latine, on a quand même l'impression que la femme, c'est, Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. Or, en Scandinavie, il n'y a pas de deuxième sexe. Ce sont des hommes et des femmes et des hommes qui habitent un pays et qui donc le gèrent selon leurs capacités. Alors, on va voir le détail de ce qui se passe en Finlande. Connexion. La nouvelle première ministre s'appelle Sanna Marin. Elle est la plus... Alors, Sanna Marin, j'ai vérifié, ça s'écrit comme ça, S-A-2-N-A, et comme un marin, mais ça se prononce marine. Donc, c'est pas comme ça. Et la journaliste suivante va prononcer Sanna Marin. C'est possible que, en finlandais, Sanna, pour nous, se prononce Sanne.
climatique et de meilleurs services publics de santé. Et c'est surtout là-dessus qu'il a tenté de convaincre les électeurs. On part un peu plus au nord, vers la Finlande. Ce petit pays scandinave vient d'élire une jeune femme à la tête du gouvernement. La nouvelle première ministre s'appelle Sanna Marin. Elle est la plus jeune femme à occuper cette fonction politique importante. Et son gouvernement est lui aussi composé de plusieurs jeunes femmes, ce qui est encore très rare dans le reste du monde. On vous... Voilà. Alors non seulement Sanna Marin, je suis très stressé par l'enregistrement parce que vu que tout à l'heure j'ai tout effacé, j'ai pas envie de recommencer une troisième fois. Non seulement Sanna Marin est la plus jeune première ministre en exercice, elle a 34 ans, mais en plus son gouvernement est composé, les principaux ministres sont aussi des femmes. Là, c'est comme si, d'un seul coup pour les hommes, les femmes prennent le pouvoir. Wow. la présente. Un concentré de femmes au pouvoir, c'est très rare en Europe. Un concentré de femmes au pouvoir. Où est-ce que j'avais noté ça? Un concentré, c'est une concentration, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a beaucoup plus de femmes au pouvoir qu'ailleurs. C'est une concentration féminine, ce qui est évidemment souhaitable parce que vraisemblablement on aura moins de guerres et plus d'hôpitaux. Même si c'est un cliché, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. En tous les cas, il n'y a pas de militaires, c'est ça qui est important. Mais c'est désormais le cas en Finlande. 5 femmes vont diriger le pays avec Sanna Marin pour première ministre. Alors, 5 femmes vont diriger le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, ce Premier ministre, Sanna Marin, a dit « Ok, je suis Premier ministre, mais autour de moi, il y a des gens dont les compétences sont au moins équivalentes aux miennes et on va faire ça ensemble. » C'est-à-dire, au lieu d'avoir un pouvoir comme ça, hiérarchique, avec un homme très puissant, comme Macron par exemple, et ensuite des gens qui ont un pouvoir d'exécution de ce que décide Macron, là on a plutôt quelque chose de collégial. Quelque chose de collégial, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui prennent les décisions ensemble. Nous voulons faire de la Finlande un pays où chaque enfant peut devenir ce qu'il veut et où... Waouh, c'est impressionnant. Ça c'est une déclaration politique encourageante, enthousiasmante. Là, on parle clairement d'humanisme, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de parler de réduction de la dette ou de sujets technocratiques ou financiers qui ne parlent pas vraiment aux populations et qui ne consistent qu'à leur faire peur. Là, elle est en train de dire, nous voulons faire de la Finlande un pays où chaque enfant pourra devenir ce qu'il veut. C'est-à-dire, on l'avait vu dans la dictée, donner aux gens les possibilités, les moyens de se réaliser, de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi, on l'avait vu, du temps. En tous les cas, dire ça, annoncer ça comme discours de politique générale, nous voulons faire de notre pays un pays où chaque enfant peut devenir ce qu'il veut, c'est « je vote pour vous, madame ». Malheureusement, je ne suis pas finlandais. Chacun peut vivre en sécurité et être heureux. Voilà, il est aussi question de vivre en sécurité. Après, être heureux, bon, c'est plus moyen parce que c'est pas toujours vrai pour... le bonheur de l'un n'est pas forcément celui de l'autre, mais ok, c'est un beau projet. Sanna Marin n'a que 34 ans, mais elle fait de la politique depuis l'âge de 20 ans. Alors, elle fait de la politique depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire depuis 14 ans. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la politique? Ça veut dire s'engager dans un parti politique ou dans des associations ou dans des administrations, des éléments qui permettent d'organiser la vie dans cette toute petite Finlande. Il n'y a pas beaucoup de monde, on va le voir. Et en tous les cas, elle s'est impliquée très tôt, à 20 ans. Elle n'avait certainement pas encore fini ses études. Elle s'est impliquée pour que les gens aillent mieux, pour que le pays aille mieux. C'est un projet personnel qui a de l'allure.
Elle se bat surtout pour l'égalité homme-femme, la solidarité entre les pays. Elle se bat surtout pour l'égalité homme-femme. Ça paraît le combat avec le réchauffement climatique, ça paraît le combat le plus important aujourd'hui. L'égalité entre les pays aussi, parce que on n'est pas seul. Si on veut vivre seul, ça sera extrêmement compliqué. Il faut s'occuper des autres autour de soi. Et la protection de l'environnement. En Finlande, on s'intéresse plus qu'ailleurs à l'égalité homme-femme en politique. Plus qu'ailleurs, en Finlande, mais toute la Scandinavie, c'est ce qu'on va nous dire maintenant. Et au sein de la société. La Finlande a même été le premier pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes en 1906. Pardon. Alors ça, c'est typiquement l'information qu'il ne faut pas rater, surtout si on écoute 2 fois le reportage. En 1906, la Finlande a donné le droit de vote aux femmes. En France, il faudra attendre plus de 40 ans après ça. Donc c'est quand même un pays de tradition où pour les femmes c'est quand même mieux. Et donc pour la société tout entière. L'Europe du Nord en général est considérée comme plus progressiste en matière d'égalité. Voilà. L'Europe du Nord est considérée, quand on pense à l'Europe du Nord, on pense comme ça, est considérée en général comme plus progressiste en matière d'égalité entre les sexes. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'explication. En Suède, par exemple, le chef du gouvernement est un homme, mais il a 12 ministres femmes dans son équipe qui s'affichent comme le premier gouvernement féministe du monde. Voilà. En Suède, le Premier ministre est un homme. Après tout, pourquoi pas, il ne faut pas exagérer non plus, il n'y a pas que des monstres. Mais cet homme, il s'est entouré de 12 femmes autour de lui, 12 femmes ministres, et qui en font donc le gouvernement le plus féministe du monde. C'est quand même, c'est beau. En Islande aussi, les femmes sont en force. Islande, on en a déjà parlé aussi, les femmes sont en force. En force, ça veut dire qu'elles ont de la puissance, et pour avoir de la puissance, il faut avoir du pouvoir. C'est-à-dire que les femmes ont pris une place dans la société qui n'est pas la place secondaire à laquelle les latins ont tendance à reléguer les femmes. Finnbogadottir, 89 ans aujourd'hui, a été la première femme du monde élue présidente en 1980. Alors, Ingrid Finnbogadottir, ne me demandez pas de l'écrire, première ministre de l'Islande, ici, en 1980. Elle a aujourd'hui 89 ans, c'est-à-dire qu'à l'époque, elle avait 50 ans. Elle a été la première femme Premier ministre dans ce pays. Mais c'est devenu une habitude, ça a dû bien se passer. Et plus tard aussi, des femmes ont régulièrement dirigé ce petit pays nordique. Et plus tard aussi, les femmes ont régulièrement dirigé ce petit pays nordique, c'est tout petit. Depuis 2017, c'est à nouveau une femme, Katrin Jakobsdottir, qui est Première ministre. Voilà, 2017, une nouvelle femme, Première ministre. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'il ne faut pas rater quand on écoute. 2017, nouvelle Première ministre, femme. La Finlande est un pays peu peuplé, avec seulement 5,5 millions d'habitants. Un pays peu peuplé, pas beaucoup peuplé, peu de population, 5,5 millions d'habitants. C'est dérisoire, c'est même pas l'Île-de-France, et quand on pense à la Chine, c'est complètement... ça n'existe pas. Autant que dans certains quartiers de grandes villes chinoises. Voilà, autant que dans certains quartiers de grandes villes chinoises. On ne parle même pas d'une grande ville, on parle d'un quartier. Mais c'est quand même un pays. D'ailleurs, quel est le pays le plus peuplé? C'est la question de Sean et Aaron. Alors, on va voir ça après. Là, on va voir ce qu'on peut faire de ce deuxième sujet. Quel peut être le titre de ce deuxième sujet? On se retrouve avec une femme Première ministre à 34 ans. Est-ce que c'est elle véritablement le sujet, ou est-ce que c'est plutôt les femmes
en Scandinavie, même si la Finlande, dans le sujet, hein, on parle de ce qu'on a vu, la Finlande est le pays le plus important dans ce sujet-là, de toute la Scandinavie. Donc je pense que comme titre, on a Finlande, moi j'ai noté ça, Finlande, le pays des femmes. Alors c'est un peu provocateur, mais par rapport au sujet qu'on a vu, encore une fois, ce n'est pas une question d'opinion personnelle, par rapport à ce qu'on a vu dans ce reportage, on a l'impression que c'est le pays qui défend le mieux les femmes. Donc, Finlande, le pays des femmes, moi c'est ce que j'ai noté comme titre, il y aurait pu y en avoir d'autres, hein. La Finlande, pays féministe, ou quelque chose de cet ordre-là. Quand on va développer le sujet, en revanche, quand on va noter le sujet, on va développer ce titre et là se souvenir qu'on nous a parlé aussi d'autres pays. On nous a parlé de la Suède, on nous a parlé de l'Islande. Donc, moi je pense que la phrase du sujet, c'est le féminisme en Finlande, et dans les pays soit nordiques, soit scandinaves. Nordique, c'est le nord, pays nordique. Ou pays scandinaves, comme vous voulez. Voilà, une manière de développer le titre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut noter dedans? Eh bien, 1906, droit de vote des femmes en Islande, 1980, première ministre en Islande, Sanna Marin qui a 34 ans, également les premières phrases de son discours où elle dit que elle veut faire de la Finlande un pays où chaque enfant peut devenir ce qu'il veut, c'est quand même très très important. Et bref, essayer d'organiser tout ce qu'on a obtenu comme information, c'est-à-dire d'abord noter un petit peu n'importe comment, et ensuite essayer de donner un sens général à tout ça qui ressemble le plus possible à une présentation du sujet qu'on a vu. Présentation la plus complète possible par rapport au sujet qu'on a vu. Alors maintenant, on va voir un troisième sujet, où il est le troisième sujet, où il est question de la Chine. Ministre. La Finlande est un pays peu peuplé, avec seulement 5,5 millions d'habitants, autant que dans certains quartiers de grandes villes chinoises. D'ailleurs, quel est le pays le plus peuplé? C'est la question de Sean et Aaron, et voici la réponse. L'écart se réduit, mais la Chine est toujours le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Mais l'Inde arrive juste derrière, avec plus d'1,3 milliard d'habitants. Et d'ici 2027, c'est elle qui aura la population la plus nombreuse. Pourquoi? La Chine et l'Inde ont toujours été très peuplées. Ce sont deux très grands pays avec beaucoup de terres cultivables, ce qui représentait beaucoup de travail autrefois. Alors, les familles faisaient le plus d'enfants possible pour avoir de l'aide dans les champs. Et comme ces enfants avaient des enfants à leur tour, la population de la Chine a augmenté de plus en plus vite. Pour stopper cette évolution, les autorités ont imposé une règle très sévère en 1980. Les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant par famille, mais depuis 2016, ils ont le droit à 2 enfants. L'Inde, elle, n'a jamais adopté de loi aussi extrême. Et comme plus d'enfants naissent là-bas qu'en Chine, bientôt, c'est l'Inde qui battra son rival chinois. Et à même pas 2 semaines de Noël, on se quitte sur... Voilà. Alors là, il est question, je ne sais plus où on avait noté ça. Il est question d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé, peut-être pas assez, c'est la démographie. J'aimerais savoir noter ça tout à l'heure. Démographie. Ah oui, c'est clair. Okay. Donc je vais vous le réécrire ici. La démocratie, c'est le peuple. Démographie, c'est le nombre du peuple. Attendez, on va y arriver. Pas bien de vouloir faire plusieurs choses en même temps, ça ne marche pas. Voilà.
Voilà. Alors, la démographie. La démographie, c'est l'étude des populations par leur nombre. Donc là, on a un sujet qui est clairement la démographie, un sujet qui se demande ce qui se passe, quelle est exactement la position de la Chine ou de l'Inde pour savoir qui est le numéro 1 mondial en quantité. Alors, la première phrase, c'est... Là, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? 1980. Quartier de grandes villes chinoises. Voilà, on verra après, c'est pas trop grave. Alors, c'est pénible, vous savez, j'ai pas de studio professionnel, donc c'est assez compliqué tout ça. Alors, l'écart se réduit entre la Chine et l'Inde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui est numéro 1 et l'autre qui est numéro 2, mais que le deuxième est en train de rattraper le premier. On essaye de voir pourquoi. On va voir le détail ensemble. D'ailleurs, quel est le pays le plus peuplé? C'est la question de Sean et Aaron, et voici la réponse. L'écart se réduit, mais la Chine est toujours le pays le plus peuplé du monde. Alors, l'écart se réduit. Un écart entre deux choses, la Chine d'un côté et l'Inde de l'autre, mais pour l'instant, c'est toujours la Chine qui est numéro 1, avec 1,4 milliard d'habitants. Avec 1,4 milliard d'habitants. Mais l'Inde arrive juste derrière, avec plus d'1,3 milliard d'habitants. Et d'ici... Alors, l'Inde arrive juste derrière, avec plus de 1,3 milliard. Donc, ça commence vraiment à être très très proche. Mais peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Mais l'Inde arrive juste derrière, avec plus d'1,3 milliard d'habitants. Et d'ici 2027, c'est elle qui aura la population la plus nombreuse. alors, là c'est pareil, très important quand on écoute un sujet comme ça. D'ici 2027. D'ici 2027, de maintenant jusqu'à 2027, c'est le temps qu'il va falloir à l'Inde pour avoir la population la plus nombreuse et donc dépasser la Chine. Pourquoi? La Chine et l'Inde ont toujours été très peuplées. La Chine et l'Inde ont toujours été très peuplées. C'est normal, les territoires sont gigantesques. Si on comptabilisait les gens en Europe, on arriverait à 500 millions, alors que l'Europe n'est même pas aussi grande que l'Inde ou la Chine. Sont deux très grands pays avec beaucoup de terres cultivables, ce qui représente Voilà, de très grands pays avec beaucoup de terres cultivables. Alors si on dit terres cultivables, on dit quoi? On dit agriculture, travail, travailleurs. Où sont les travailleurs? Si vous avez des champs, ben, le mieux c'est d'avoir des enfants et des garçons pour travailler dedans. Les temps ont changé, il s'est passé 2 ou 3 choses depuis, mais pendant longtemps ça a été ça, ce qui explique en partie la formidable démographie de l'Inde et de la Chine. beaucoup de travail autrefois. Alors les familles faisaient le plus d'enfants possible. Alors le plus d'enfants possible, ça me paraît peut-être un peu excessif, parce que le plus d'enfants possible, il faut quand même les nourrir, et puis les femmes font si elles peuvent aussi, elles peuvent souvent beaucoup. Enfin, je vous dis ça, ma maman était la 15e, elle avait 14 frères et sœurs. C'est peut-être pour ça que moi je suis enfant unique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, cette histoire de faire beaucoup d'enfants, partout dans le monde, sauf en ce moment en Afrique, mais il va falloir y arriver, est venue vers quelque chose de moins, un petit peu moins d'enfants, parce qu'il faut les nourrir quand même. Pour avoir de l'aide dans les champs. Et comme ces enfants avaient des enfants à leur tour, Voilà, les enfants font des enfants. Donc forcément, la population, la démographie, la population nationale augmente dans des proportions trop importantes. la population de la Chine a augmenté de plus en plus vite.
Pour stopper cette évolution, Voilà, pour stopper cette évolution, pour arrêter cette incroyable natalité. La natalité, j'en ai parlé, je ne sais plus où, la natalité du verbe naître, la natalité, les naissances, naître. Il fallait absolument interrompre ça. Qu'est-ce qui a fait la... les autorités ont imposé une règle très sévère en 1900. Les autorités, donc le gouvernement, ont imposé une règle très sévère. Plus d'enfants possible pour avoir de l'aide dans les champs. Et comme ces enfants avaient des enfants à leur tour, la population de la Chine a augmenté de plus en plus vite. Pour stopper cette évolution, les autorités ont imposé une règle très sévère en 1980. 1980, non. Mais je crois que je vous apprends rien. Les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant par famille, mais de Les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant par famille. C'est pas pour l'information, c'est pour la traduction du français. Alors les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant par famille. Le reportage est court et une présentation générale. On n'entre pas dans les détails. Vous savez très bien qu'il y avait un certain nombre de conditions pour pouvoir éventuellement avoir 2 enfants, etc., etc. Et que certaines familles en ont même eu 3, pas toujours déclarés. Enfin, bref. depuis 2016, ils ont le droit à 2 enfants. Depuis 2016, ça c'est pareil, c'est l'information qu'il ne faut pas rater. Depuis 2016, les Chinois ont le droit, tous les Chinois, de faire 2 enfants. Après, il faut savoir combien ça coûte. L'Inde, elle, n'a jamais adopté de loi aussi extrême. L'Inde, elle, n'a jamais adopté de loi aussi extrême. Adopter une loi. Alors on dit adopter une loi comme on pourrait dire adopter un enfant, mais on pourrait aussi dire adopter un comportement, adopter une attitude. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui devient une partie de nous-mêmes. Alors adopter une loi, ça veut dire que on en fait quelque chose de durable, quelque chose qui va durer. Adopter quelque chose, c'est pas pour une journée, c'est pour longtemps, c'est pour un certain temps en tous les cas. Et comme plus d'enfants naissent là-bas qu'en Chine, bientôt, c'est l'Inde qui battra son rival chinois. Augmenter de plus en plus vite. Pour stopper cette évolution, les autorités ont imposé une règle très sévère en 1980. Les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant par famille, mais depuis 2016, ils ont le droit à 2 enfants. L'Inde, elle, n'a jamais adopté de loi aussi extrême. Et comme plus... Alors pourquoi extrême? Parce que, vu d'Occident, imposer à une population entière un nombre d'enfants, ça semble extrémiste. C'est-à-dire, on peut éventuellement recommander, préconiser, etc. Enfin, vous savez comment pensent les Occidentaux. Imposer à toute une population, ça semble excessif. D'enfants naissent là-bas qu'en Chine, bientôt, c'est l'Inde qui battra son rival chinois. Donc les Indiens, pour des raisons économiques, démographiques, politiques, religieuses, n'imposent pas cette limitation, ce contrôle des naissances. Donc bientôt, mécaniquement, mathématiquement, l'Inde aura plus d'habitants que la Chine. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Le sujet ne nous en parle pas. On nous parle simplement de chiffres, numbers. Et à même pas 2 semaines de Noël, on se... Voilà. Alors, on va voir la conclusion après. Qu'est-ce que pourrait être notre titre? Eh bien, ça serait bien, même si je crois que le mot n'est pas cité dans le reportage, ça serait bien d'avoir le mot démographie dans votre lexique personnel. La démographie, l'étude des populations par leur nombre. Donc, démographie, 2 points, Chine versus Inde. Alors, je vous l'avais mis là tout à l'heure lors du premier film que j'ai fait. Versus, ça veut dire contre. C'est du latin, on l'utilise sous la forme VS, versus, mais ça peut être pour un match de foot, un match de boxe, on aurait pu dire
Boris Johnson versus Jeremy Corbyn, on aurait pu dire ça. Là, c'est démographie Chine contre Inde ou Inde contre Chine, comme on veut. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course à la première place démographique. Donc ça me paraît un titre assez clair. Ensuite, le développement, eh bien, la population de l'Inde dépassera celle de la Chine en 2027. Ça me paraît clair, c'est un sujet court, assez facile. Ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Parler de l'agriculture, parler de l'histoire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ces deux pays ont beaucoup de population? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de place et beaucoup de terres à cultiver. Voilà, on regarde la conclusion. Quitte sur ces images d'une peinture murale de l'artiste Banksy, des rennes au nez rouge prennent leur envol à Birmingham, au Royaume-Uni. Ils tirent un banc comme un traîneau. Une personne sans abri se retrouve du coup à la place du Père Noël. Alors Banksy c'est un artiste que évidemment j'apprécie beaucoup, mais je ne suis pas tout seul, il est devenu très célèbre. Ses œuvres valent des millions. Qu'il ne vend pas, il continue de peindre dans la rue. Donc là, on a deux rennes qui tirent le chariot du Père Noël, mais au lieu que ce soit un Père Noël, c'est un SDF qui dort dessus sur un banc. C'est, comme d'habitude, très bien vu. Banksy a une vision politique, humaniste des choses qui, évidemment, est séduisante pour quelqu'un comme moi, mais encore une fois, je ne suis pas tout seul. Et il a un talent formidable à restituer des idées, souvent sur la contradiction du monde. Voilà, quel est le sujet qui vous a le plus intéressé? Ça me gêne un peu de ne pas vous entendre et de ne pas vous voir, hein, je vous avoue que ça vous manquait un petit peu. Quel sujet vous a le plus intéressé? J'espère que c'est le deuxième, que c'est celui sur la place des femmes dans le monde, et notamment en Finlande. Il faut souhaiter qu'on aille dans cette direction. Que vous dire d'autre? L'examen, je ne sais pas comment il va se dérouler, ni quand, mais en tous les cas, ce sera sur ce format-là, c'est-à-dire qu'on reverra du Arte Journal Junior, je ne sais pas quand ni quelle édition, et il faudra trouver un titre, développer le titre sous forme de sujet, et ensuite noter et rédiger le plus possible de ce que vous aurez entendu. Évidemment, je vous encourage, comme d'habitude, à écouter, regarder Arte Journal Junior tous les jours. Ça dure 6 minutes. C'est pas une journée, c'est pas une heure, c'est 6 minutes. Si vous faites ça tous les jours, ça va avancer. Voilà, j'espère qu'on va se voir bientôt. Je vous dis à très bientôt. Bye.